The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Bonjour et bienvenue à tous. Pour ceux dont c'est le premier séminaire de la journée, donc je vous souhaite la bienvenue dans cette toute première édition francophone des 24 heures du PASS. Alors, avant d'aller dans le vif du sujet et d'avoir le bonheur d'écouter la session de Julien, quelques petites informations utiles. Tout d'abord, vous avez la possibilité de poser des questions pendant la session. En fin de session, on y répondra. Pour ça, vous avez une petite barre d'outils normalement dans le logiciel GoToWebinar et vous avez dans ces menus la possibilité de poser des questions. Pas confondre avec la fenêtre de chat. Je ne sais pas si celle-là d'ailleurs est disponible pour le public. Autre chose, vous pouvez aussi zoomer. Donc, si jamais lors d'une démo ou à un moment l'écran n'est pas dans la résolution qui vous convient, eh bien, vous pouvez zoomer dessus. Enfin, quand le séminaire va se terminer, au moment où vous allez sortir, vous allez avoir dans votre browser un petit formulaire d'évaluation. C'est important pour les speakers et pour leur travail de prendre 2 minutes pour le remplir afin de leur laisser un feedback sur les bons moments que vous aurez, j'en suis sûre, passés avec eux. Alors, n'hésitez pas non plus pendant la conférence à partager vos impressions sur Twitter en utilisant le hashtag 24HopFrench et en mentionnant le SQL Pass ou est l'Auguste France ou est la communauté développeur de Montréal. C'est grâce à eux et grâce au Virtual Chapter Global francophone que cet événement s'est créé, s'est organisé et a eu lieu aujourd'hui et demain. Voilà, alors maintenant je vais tout simplement passer la main à Julien en changeant le présenteur. Et voilà, pour rappel, cette session est également enregistrée. Merci beaucoup. Merci Isabelle. Hop, Voilà, j'ai partagé mon écran. Est-ce que vous voyez bien mon écran? c'est parfait. Bon, c'est parfait. Bonsoir, et ben merci d'être venu à cette session sur le toolkit DBA SQL Server. D'abord, je vais me présenter. Je suis Julien Pierre, je suis consultant senior MSBI. Je fais pas que de la BI, je fais aussi un petit peu de base de données, ce qu'on va voir un petit peu aujourd'hui. Je travaille pour une société qui s'appelle MC Next, où on s'est rapproché de Infini, qui fait partie du groupe Econocom récemment. Je suis certifié MCS SQL Server 2012 et je suis MVP Data Platform. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter ma session. Cette session, pourquoi je l'ai faite? En fait, souvent, on a des DBA qui sont sollicités pour résoudre des problèmes de base de données, de requêtes problématiques qui sont lentes, des problèmes de performance, des problèmes d'architecture, des problèmes réseau. Et ces DBA ont des outils à leur disposition et même les développeurs ont certains de ces outils aussi à leur disposition et ils ne les connaissent pas forcément tous. Pour ça, aujourd'hui, j'ai voulu faire un petit récapitulatif de tous ces outils, de façon à ce que ce soit plus clair pour tout le monde et tout le monde puisse comprendre à quoi sert exactement chaque outil dans la vie de tous les jours, au quotidien du DBA, pour le quotidien du DBA et des développeurs. Donc, au plan, je vais vous présenter d'abord le plan d'exécution et sa lecture. On verra aussi un truc qui s'appelle les DMV. Je vous expliquerai un peu à quoi ça correspond. L'Activity Monitor, le Profiler. On verra qu'est-ce qui reste aussi, parce qu'il y a d'autres outils qui existent, mais on n'aura peut-être pas le temps durant cette session de tous les voir. Donc je vous présenterai les autres outils en vitesse. On verra aussi une opération qui est importante pour les DBA, c'est l'opération de maintenance. Voilà un petit peu pour le plan que l'on va avoir aujourd'hui. Alors, le plan d'exécution et sa lecture. Je vais d'abord vous présenter autre chose. En fait, je vais vous présenter le set statistique. Souvent, quand on fait des requêtes, on a des options, notamment une option qui s'appelle statistic IO ou on ou set statistics time on. En fait, ça nous permet d'avoir une analyse du plan sans forcément avoir les droits pour aller regarder le plan d'exécution. Et ça permet de cibler l'analyse du plan
au démarrage, c'est-à-dire que on va voir si on a du parallélisme qui est possible, si on a un accès disparate avec des lookups, suivant si la table est en heap ou en cluster. On va aussi avoir le nombre de lectures logiques et le nombre de lectures physiques anticipées qui peuvent être montées si les données sont dans le cache ou non. Il faut vous fier aux ces analyses sont très importantes et ce nombre de lectures logiques est très important. Et ça, c'est important pour cibler dans votre requête ce qui est problématique ou non. Et là où vous devez peut-être aller ajouter un index ou filtrer vos données pour améliorer ce problème de performance que vous pouvez avoir. Concrètement, quand je fais un set statistique IO on, qu'est-ce que j'ai? J'ai le nombre de ma table, le nombre de la table lue, le nombre d'accès dans l'objet, le nombre de pages lues en mémoire, c'est la lecture logique, parce que l'ensemble des données qui sont sur le disque normalement sont remontées en mémoire. J'ai le nombre de lectures physiques, donc là c'est les accès disques qui peuvent être lents. Les lectures donc le nombre de lectures lues sur le disque par anticipation, c'est ce qui va mettre du temps aussi. Puis après on va avoir les lobes, c'est des objets volumineux, et généralement ils sont à 0, tant mieux, parce que c'est vraiment des objets qui peuvent être longs et lourds à ramener. Donc ça c'est la première partie. Moi généralement je m'en sers concrètement, je vais vous présenter un petit peu pourquoi je m'en sers. Pour déjà cibler dans une requête, qu'est-ce qui va pouvoir être lent. Typiquement, là, je vais lancer une requête assez longue où je vais le lancer. Je vais d'abord juste mettre le set statistique IO et ça va me permettre de time, pardon. Ça va me permettre déjà de cibler où mon CPU est utilisé. Ça, je vais l'avoir dans les messages ici. On va voir que la compilation n'a pas mis trop longtemps, parce qu'au début, avant de lancer la procédure, il va compiler la requête pour savoir si elle est bonne, et il va la lancer. Et après, derrière, on va avoir le temps d'utilisation du CPU pour la requête. On voit que le temps est à peu près correct, mais on ne sait pas à quel endroit il a mis vraiment du temps. On va rajouter le deuxième, le nombre d'IO, pour connaître les accès disques qui vont nous perdre du temps, mettre du temps. Parce que généralement, dans une requête, c'est ces deux points qui mettent du temps. Voilà. Donc, hop, on va la relancer, cette requête. Et là, on va regarder un petit peu qu'est-ce qui peut mettre du temps. Et après, on regardera un petit peu le plan d'exécution, comment ça va se dérouler. Alors, voilà. La requête est un peu longue. Je vais prendre une autre requête qui va être plus rapide. Voilà. Et là, on va regarder le nombre d'accès disques. Là, on va voir qu'on a des accès disques qui ont été des lectures logiques. Ces lectures logiques, en fait, sont des lectures en mémoire. C'est les données qui existaient déjà en mémoire. On voit qu'on n'a pas eu de lecture physique sur le disque, donc ça a été un accès très rapide. C'est pour ça qu'on a eu un résultat instantané. Sur cette requête-là, on n'a toujours pas le résultat. Mais quand on va le regarder un petit peu plus tard, je vais continuer ma présentation, quand on va le regarder un peu plus tard, on va comprendre qu'est-ce qu'il a fait derrière. Et on va voir on va s'apercevoir qu'il va faire d'autres opérations pour pouvoir arriver à nous rendre le résultat. Ce qui va nous permettre de comprendre où est la problématique dans cette requête lente. Parce que si on regarde, cette requête est toujours en cours d'exécution. Concrètement, qu'est-ce qui va nous permettre aussi de comprendre la lecture du plan d'exécution? Ça va être le plan d'exécution derrière. On va pouvoir, après une fois qu'on va avoir commencé à lire ces données, on va pouvoir commencer à comprendre le plan d'exécution. Et dans le plan d'exécution, on a deux parties qui sont très importantes. Dans les rectangles qu'on a ici, on va avoir les objets de lecture et avec un coût pour chaque requête. Ce coût représente le pourcentage de chaque tâche par rapport au coût total de la requête. Donc dans les rectangles, on va avoir les opérations de lecture et dans les ronds, on va avoir les opérations de jointure. Ça, ce sont des opérations qui sont très importantes et un plan d'exécution va se lire de droite à gauche. Si on veut bien comprendre le plan d'exécution, il va falloir étudier tous les cas de lecture pour comprendre qu'est-ce qui va se passer. Donc on va avoir un arbre d'exécution sur le plan pour lire le plan d'exécution. Sachant que
chaque opération, donc le table scan jusqu'au nom de cluster indexique, le table scan étant beaucoup plus lent que le nom de cluster indexique, qui est l'opération la plus rapide que l'on puisse avoir dans un plan d'exécution et dans une lecture. Pourquoi? Parce que le table scan, en fait, il va parcourir toute la table et c'est une table qui va ne pas être triée. Dès qu'on va ajouter un index cluster, donc une primary key, dans SQL Server, automatiquement notre table ne va plus être en heap, mais va être une table cluster. Et donc dans ce cas-là, on va avoir une table ordonnée et il va utiliser l'index cluster généralement pour parcourir cette table. Et donc on va commencer à gagner du temps grâce à ça. Mais ça n'empêche qu'un cluster index scan va mettre quand même du temps parce qu'il va falloir qu'il parcourt l'ensemble de l'index pour pouvoir retrouver les données recherchées. Ensuite, une fois qu'on a fait ces opérations de lecture, on va vouloir faire nos opérations de jointure. Les jointures, on va utiliser plusieurs opérations. Première opération qui est le nested loop, qui est l'opération la plus lente. Pourquoi c'est la plus lente? Parce qu'on va faire des boucles pour aller rechercher nos données. Ces boucles sont lentes parce qu'on va passer une donnée, on va parcourir, on va revenir à une autre donnée. Concrètement, c'est comme si on était dans un livre et qu'on parcourt chaque page pour aller chercher les données que l'on cherche dans notre livre. Et donc on va comprendre que c'est assez long. La deuxième opération est une opération de hash. Dans ce cas-là, on va découper les données, et pareil sur une grosse volumétrie, et on va faire un arbre de tri pour pouvoir arriver à récupérer les données. Troisième opération, c'est le merge join, c'est que là on a deux index identiques pratiquement l'un en face de l'autre, et quand on va vouloir faire notre jointure, on va arriver face à face des deux côtés, et donc là on va gagner pas mal de temps. Dernière opération, c'est la concaténation, c'est-à-dire que ça c'est très rapide, pourquoi? Parce qu'on va joindre les données d'un côté et les données de l'autre. Concrètement, comment ça peut exister une opération de concaténation? Généralement, on la retrouve sur un union all. Le union all, qui est ici par exemple, j'en ai fait un. 8. Si on regarde le plan d'exécution, on a une opération de concaténation. Quand on va regarder la lecture qu'on a pu avoir précédemment, on va utiliser un indexique. Pourquoi? Parce que ici, dans mon where, j'ai fait une recherche sur ma primary key. Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé dans le moteur? Il a, comme l'adresse ID était une primary key, il est venu récupérer que la valeur qui correspondait à cette adresse, à cette donnée. Et donc il a juste récupéré cette donnée en lisant l'index, il a récupéré que les données correspondantes. Idem pour ici, il a récupéré que la valeur de l'index correspondant à l'ID 3. Et donc ça a été beaucoup plus vite. Par contre, si je lui donnais la ville, qui n'est pas contenue dans l'index cluster, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il va mettre beaucoup plus de temps à ramener les données. Bon, déjà, on a beaucoup plus de volumétrie. Mais en plus de ça, quand on va regarder le plan, il va utiliser un index scan. Pourquoi? Parce qu'il a fallu qu'il parcourt dans l'index toutes les données qui correspondaient à l'adresse ville, Saint-Tropez ou Paris. Et donc, il va mettre plus de temps. Par contre, il a de nouveau utilisé la concaténation. Pourquoi? Parce que le résultat de nos deux données sont les mêmes et la structure de nos deux tables est identique. Donc, il a concaténé la jointure de nos deux données. Voilà un petit peu pour l'explication. Si on revient à la requête que j'ai lancée tout à l'heure, qui était longue, on s'aperçoit de quoi tout à l'heure quand on a lu, quand on a mis le set statistique IO on et le set statistique time on, on s'aperçoit que dans la lecture de notre requête, il a créé deux tables, enfin 3 tables de travail. Ces tables de travail, ce sont quoi? Ce sont des tables temporaires, dont un fichier temporaire, pour pouvoir faire l'ensemble de la requête problématique qui était lente, pour pouvoir faire le tri sur les données dont il avait besoin. Et on s'aperçoit qu'on a une requête qui va prendre beaucoup plus de temps. Pourquoi? Parce qu'elle a beaucoup de lectures logiques et des lectures physiques. Et cette requête-là, peut-être qu'il va falloir qu'on travaille dessus, parce que soit on n'a peut-être pas besoin de l'ensemble des données de la terre employée AMP, soit il va peut-être manquer un index qui va me permettre d'optimiser notre requête et de répondre aux besoins de notre requête.
Donc on va travailler un petit peu après dessus, sur cette requête problématique qui est vraiment très lente. On voit bien au niveau du temps CPU qu'il a mis quand même un petit peu de temps, mais surtout il a mis du temps à aller récupérer les données. Et ça, on le voit tout de suite en un clin d'œil ici, en lisant cette partie-là. Si on lit le plan, on va voir que le temps d'exécution, il est surtout, alors le plan d'exécution, on va pas le voir là parce que là je l'ai mis en live, mais on va le voir ici sur le coût estimé. Voilà. On va voir que le coût, il est surtout ici, sur la table terre employé, où on a 25% du coût qui est juste pour la lecture de cette table-là. Si on regarde par rapport aux autres opérations qui sont dans notre requête, on voit que le temps est vraiment mis ici. On voit aussi qu'il a paralysé la requête. Pourquoi? Parce que le coût de notre requête était assez important. Il était de 116 et notre base de données est paramétrée pour que dès qu'on a un coût au-delà de 5, ce sont les coûts d'origine dans SQL Server que l'on trouve ici, le parallélisme se met en place. Alors moi, j'ai volontairement pas réglé le parallélisme ici sur cette instance. Pourquoi? Parce que je voulais vous montrer que justement, on pouvait paralyser certaines requêtes, mais normalement, ça c'est quelque chose à paralyser. C'est quelque chose à régler, et pour ça, il faut utiliser certaines méthodes que je ne vais pas forcément montrer dans cette session, mais qui pourraient être utiles de montrer dans d'autres sessions plus tard. Mais c'est quelque chose d'intéressant à voir, et ce parallélisme, il faut savoir qu'il est lié à ce coût-ci, qui est le coût estimé ici. Voilà. Donc là, en quelques clics et en quelques informations, on a pu voir où pouvaient être les lenteurs de notre requête et comment fonctionnait notre requête. Sachant que le parallélisme, c'est un point en plus, mais qui permet vraiment de découper la requête pour après la ramener en un seul morceau au final. On va la découper en plusieurs petits morceaux pour la ramener au final en un seul morceau dans notre requête. Voilà un petit peu. Donc pour la lecture du plan, pour l'instant on a vu la lecture des données et les opérations de jointure. Mais on n'a pas que ça. On a aussi des arbres d'exécution, des opérations de parallélisme, ce que j'étais un petit peu en train de commencer à vous expliquer. Ces opérations de parallélisme, elles vont servir à quoi? Elles vont servir à découper notre requête en plusieurs petits morceaux, du début, la lecture, jusqu'au final, à la jointure, on va réassembler l'ensemble des données qui ont été découpées en un seul morceau. C'était un petit peu ce que j'étais en train de vous présenter là, en lisant le plan en direct. C'est-à-dire que au début, on va ventiler et à la fin, on va rassembler. Il faut savoir que ce coup de parallélisme va mettre du temps parce que une requête qui peut peut-être être faite en un coup, si on prend un gros camion quand on veut déménager, peut-être qu'on mettra moins de temps si on n'a qu'une seule route, à n'utiliser qu'un seul camion, plutôt que 10 petites voitures qui au final vont se retrouver dans des bouchons si on n'a qu'une seule voie sur la route que l'on veut emprunter. Donc il faut connaître un petit peu le système pour pouvoir utiliser le parallélisme. Et c'est pour ça que là, pour ça, je pense qu'il faudrait une session déployée pour vous expliquer comment fonctionne le parallélisme dans SQL Server. Autre point que l'on peut avoir, autre opérateur que l'on peut avoir dans le plan d'exécution, ce sont des opérations par exemple de tri, notamment par exemple lorsqu'on va mettre un order by, des opérations d'agrégation, des opérations de filtre, toutes ces opérations des calculs scalaires, des tops aussi pour avoir les premières lignes, mais aussi l'utilisation de spool ou de warning, donc l'utilisation de TMDB par exemple. Toutes ces opérations vont prendre du temps et il est important de les connaître pour comprendre la lecture du plan d'exécution. Voilà un petit peu pour cette première partie. Donc concrètement, quand on va relire le plan que j'avais mis là, on va comprendre que ici, il a fait plusieurs opérations de jointure et il est parti de la lecture. On l'a lu de droite à gauche. Là, il a paralysé en découpant
il a ramené les données, il a fait des opérations de hash pour joindre les données, et ensuite, il a rassemblé les données pour les présenter. Si une opération, si j'aurais mis un top en plus, ici, normalement, on était censé avoir l'opération top dans le plan d'exécution qui apparaît ici. Et là, on voit que le plan est complètement différent parce que la volumétrie est complètement différente. Donc le plan s'adapte aussi en fonction de la volumétrie demandée. Voilà un petit peu pour cette première partie. Deuxième partie, on va attaquer les DMV. Concrètement, les DMV, qu'est-ce que c'est? Dans de nombreux cas, on n'a pas forcément accès aux... ce sont des vues dynamiques. Dans de nombreux cas, on n'a pas accès forcément ou à l'activity monitor, à des traces, voire au plan d'exécution. Mais par contre, il est possible que on ait accès au view server state ou qu'on ait les droits sur le view database state. Et pour accéder au DMV, ben, il nous faut ces droits-là. Et ce sont des vues de gestion dynamique qui nous renvoient des informations sur l'état du serveur. Concrètement, ils nous permettent de le surveiller grâce à des requêtes que l'on va faire directement dans le serveur pour pouvoir avoir des informations qui peuvent être intéressantes à la fois pour les requêtes, mais aussi par rapport au serveur. Ça peut être soit à la fois de la base de données, donc le view database state qu'il va nous falloir, ou au niveau du serveur où il va falloir le view server state. Concrètement, certaines DMV peuvent nous permettre de connaître les plans d'exécution qui existent en cache. Les requêtes qu'on a en cours d'exécution, on va pouvoir voir les statistiques sur les activités des requêtes, les statistiques sur les activités des procédures, on va avoir plein d'informations qui peuvent être intéressantes, on peut même aller jusqu'à visualiser le plan SQL des requêtes en cours. Et grâce à ces requêtes-là, bah, on peut, moi je m'en suis déjà servi lors d'audits, j'ai utilisé des procédures où j'avais mis l'ensemble de mes DMV, où j'ai récupéré l'ensemble des données, je les ai stockées dans un fichier Excel et par exemple j'ai fait un rapport PowerView pour connaître l'utilisation du serveur et surtout connaître les requêtes problématiques dans le serveur de base de données. Ce qui m'a permis de gagner du temps grâce au DMV, plutôt que de passer par d'autres systèmes comme des traces, que l'on va voir un petit peu plus tard, où il faut collecter les données et les retranscrire. Là j'ai utilisé tout ce que le moteur avait déjà en cache pour pouvoir récupérer les données. Concrètement, à quoi ressemblent un petit peu les DMV? Bah, les DMV, excusez-moi, il faut juste que je retourne sur ma machine virtuelle. On en a plusieurs, là c'est une procédure de DMV que j'ai créée, mais on peut utiliser d'autres DMV. Hop, je me décale parce que j'ai 8. Voilà. Les DMV, concrètement, si on va regarder un petit peu à quoi ça ressemble, par exemple, j'ai été regarder ce qu'il y avait dans le cache, c'est pas très parlant comme ça au premier abord, mais si on fait les bonnes jointures qui vont bien, on peut avoir des choses relativement intéressantes. Typiquement, si je lance cette requête, je vais retrouver toutes les requêtes les plus problématiques que j'ai pu avoir sur ma base ces derniers temps. J'ai mis une date de début, une date de fin, et je vais pouvoir voir le plan d'exécution de ces requêtes. Et grâce à ces vues matérialisées, je peux gagner quand même pas mal de temps, notamment tout à l'heure, c'est-à-dire aller requêter directement le système, regarder le cache, ce qu'il y a dans le cache, et voir les requêtes les plus problématiques, les ressortir et analyser directement ces requêtes-là. Ça peut être un exemple, par contre on peut avoir plein d'autres exemples des DMV et c'est quand même assez pratique. Par contre, ce qu'il faut, c'est avoir les deux droits sur la base pour pouvoir le faire. Ça peut être ouvert pour certains développeurs et ça permet de gagner aussi du temps pour comprendre pourquoi une requête est problématique.
dans la mesure où on arrive à lire le plan d'exécution, par exemple. Voilà un petit peu pour les DMV. C'était assez rapide, mais c'est un outil qui est à prendre en considération et qui permet de quand même gagner du temps quand on sait l'utiliser. Un autre outil qui est utilisé et qui est très intéressant, c'est l'Activity Monitor. L'Activity Monitor, des fois je le vois pas trop utilisé chez les DBA, pourtant c'est quelque chose très rapide et très facile à utiliser, qui permet d'avoir en un clin d'œil beaucoup d'informations. Il simplifie l'administration d'une instance SQL Server. On n'a plus besoin de recourir à certains lots de requêtes qu'on peut avoir fait dans les DMV. Il a été bien amélioré depuis la version 2008. Maintenant, il est dans toutes les instances que l'on peut avoir. Il est accessible depuis le Management Studio. Et en quelques clics, on peut avoir les ressources système, les requêtes les plus consommatrices, les problèmes de lecture et d'écriture sur les disques, les activités I/O. Et on peut avoir les tâches en attente. Et ça, c'est très très intéressant. En un seul coup d'œil, on va voir tout de suite les problèmes de performance du serveur. Et ça, pour moi, c'est l'outil à utiliser avec les DMV quand on arrive un peu aux limites de l'Activity Monitor, pour qu'en quelques clics, on sache ce qui ne va pas sur un serveur et quelles sont les problématiques et quelles sont les requêtes problématiques. Concrètement, comment va fonctionner l'Activity Monitor? On a plusieurs onglets. L'onglet processus qui permet de déceler les processus consommateurs. L'onglet ressource weight qui permet de visualiser les ressources en attente par thread. L'onglet data file I/O. Et on va avoir les requêtes les plus coûteuses qui ont été exécutées récemment. Et c'est l'onglet pour moi le plus intéressant à utiliser. Ce sont bien évidemment, à chaque fois qu'on va redémarrer le service de l'instance, toutes ces informations vont être remises à zéro parce que il utilise le cache des procédures, un peu comme les DMV, et comme bien d'autres procédures qui existent dans SQL Server, où on ne va pas stocker les données, mais on va utiliser ce qu'il y a dans le cache, donc ce qui est en mémoire dans SQL Server. Concrètement, voilà un petit peu à quoi ça ressemble, mais on va aller le voir de plus près. Alors, pour accéder à l'Activity Monitor, on clique droit sur l'instance, Activity Monitor, et là, on va avoir en un clin d'œil l'ensemble des stats, on va avoir des graphiques qui vont apparaître, et quand on clique dans chaque sous-donnée, on va voir l'état de notre base de données, de notre instance, et voir qu'est-ce qui tourne actuellement dans les données. On peut voir aussi les ressources en attente au niveau des I/O. On va voir en un clin d'œil si on a des patchs ou latches ou des locks. On va voir aussi l'état de nos data files qui apparaissent normalement assez rapidement. Et on va voir, comme je vous ai dit, l'onglet le plus intéressant qui est l'Active Expansive Query, qui va nous permettre de voir les requêtes qui ont été les plus coûteuses depuis le dernier lancement de notre instance. Là, ça met un petit peu de temps à charger, mais en peu de temps, on va voir l'ensemble de l'activité du serveur et on va arriver à cibler ce qui a pu mettre du temps sur notre donnée. Et en faisant quelques clics comme par ici là, on va voir par exemple ce qui est en attente sur le serveur, qu'est-ce qui a pu prendre du temps et qu'est-ce que l'on peut faire sur ces données. On va voir aussi le détail de certaines transactions et on va pouvoir killer certaines transactions qui sont en cours si jamais elles sont trop lentes. Voilà un petit peu en quelques mots ce que l'on peut dire sur l'Activity Monitor. Ensuite,
On a un autre outil qui est utile d'utiliser, c'est le profiler. Je pense que vous en avez sans doute tous entendu parler sur SQL Server. C'est un outil qui est une interface graphique qui permet de d'expliquer un grand nombre de problèmes. On va les enregistrer dans un fichier ou dans une table de travail. On peut le collecter en prod, même si ça, il faut le faire avec un petit peu de délicatesse parce que on peut utiliser des ressources en prod et donc on peut saturer la prod assez facilement si on l'utilise à mauvais escient, les traces. Donc il faut savoir où les poser et comment les poser. Et on va avoir ces traces vont nous permettre d'être collectées dans un fichier ou dans une table de travail pour pouvoir des fois reproduire la problématique sur un environnement de test par exemple. Il permet d'auditer par exemple le temps CPI, la durée d'exécution d'une requête, l'activité disque. On va collecter ces données et derrière on va avoir un rapport. Et on peut aussi l'utiliser, ça c'est ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent dans tout ce que j'ai pu vous présenter à présent. On peut aussi l'utiliser dans SSAS pour connaître les problématiques vraiment de temps. Concrètement, comment ça fonctionne? C'est un événement SQL Server qui va exécuter des requêtes. On va avoir plusieurs événements SQL Server, des requêtes qui sont exécutées, des packages SSIS, des procédures stockées. On va les filtrer, on va les mettre dans une queue, et soit derrière on va les mettre dans un fichier de traces, soit on va les mettre dans une base de données. Et derrière, on va pouvoir les retraiter soit dans le profiler, soit dans une application tierce, dont on parlera un petit peu plus tard. Concrètement, qu'est-ce qu'on va avoir dans le profiler? On va avoir des événements. C'est tout un ensemble d'occurrences, d'actions, de moteurs de base de données. Ces événements sont classés par catégorie. Les exécutions de procédures stockées, par exemple, on va avoir des colonnes qui vont nous permettre de filtrer ce sur quoi on veut récupérer les données. On va avoir des lignes de tableur et des colonnes, c'est comme dans un tableur, et ça nous permet de filtrer les événements que l'on souhaite afficher dans notre profiler, et surtout de savoir où ce que l'on doit rechercher dans notre base de données, dans notre moteur, qu'est-ce qui va mettre du temps. Par exemple, on va filtrer les requêtes qui s'exécutent en plus de 3 secondes. On va le filtrer sur un utilisateur particulier ou sur une machine particulière. On va filtrer que les requêtes qui sont exécutées. On va vouloir avoir le résultat du plan d'exécution des requêtes. Voilà un petit peu qu'est-ce qu'on peut avoir dans le filtre. Mais ce choix de filtre, il est assez difficile. Il faut trouver les événements déclencheurs et c'est pas toujours facile et magique de les trouver. C'est assez difficile et assez complexe des fois à prendre en main au début pour un novice. Souvent, ce qui est utilisé, ce que je préconise d'utiliser régulièrement, c'est le RPC Completed qui va permettre de collecter tous les appels aux procédures stockées effectués par une application. On va avoir les I/O générés par chaque appel, l'utilisation du CPU, le temps total d'exécution, le STMP Completed qui indique quand une requête d'une procédure stockée c'est terminé et les colonnes que l'événement RPC Completed a terminé. Le batch completed, le SQL batch completed qui signifie la fin de l'exécution d'un lot de requêtes et expose les colonnes. Voilà un petit peu ce que je mets et souvent je mets le show plan XML qui permet d'avoir le plan d'exécution. Concrètement, comment on trouve le profiler? Ben voilà un petit peu le schéma, mais je pense qu'une petite démo va peut-être valoir le coup pour le coup. Donc le profiler, vous allez le chercher ici, dans SQL Server. On l'a ici. Hop. SQL Server 2016 Profiler. Alors moi j'en avais ouvert un tout à l'heure, donc ça sert à rien de le réouvrir. Hop. Il est là. Pour la démo, je vais me connecter. Et là j'ai déjà créé un template démo. Ce que je vous invite à faire quand vous voulez auditer votre base, c'est de créer votre propre template avec les événements que vous avez sélectionnés. Dedans, j'ai mis les performances statistiques,
Dedans, on va récupérer le CPU, la database ID qui vont nous permettre de savoir l'ID de la base, la durée de l'événement, les séquences, bien d'autres objets qui nous sont intéressants, l'SPID, savoir dans quelle session nous sommes. Et voilà, le show plan qui va nous permettre d'avoir le plan d'exécution, le RPC completed qui va nous permettre de savoir quand la requête est terminée, le SQL batch completed aussi, et le SMT completed que je vous ai expliqué tout à l'heure. Si je lance ma trace, j'avais plusieurs choix tout à l'heure. J'avais le moyen de la laisser comme ça, de l'enregistrer ou de la lancer. Si derrière je vais lancer des requêtes dans ma base de données, en direct, hop, si je vais lancer une requête, par exemple celle-ci, ça va me permettre normalement de l'avoir. Oups. Non. Ok. Il ne veut pas me mettre le plan d'exécution. La machine a bug. C'est très bien. On va créer une nouvelle query. Voilà, là ça a marché. On a eu un petit bug SQL 2016. Donc là, si je vais dans le profiler, normalement, je dois voir ma requête qui vient de se terminer et on doit voir où on en est dans cette requête. Alors là, j'ai pas filtré sur l'ID, donc c'est un petit peu compliqué de le voir là. Ce que j'aurais pu faire, c'est de stopper cette trace et créer une trace juste pour l'ID de ma session. Qu'est-ce que je vais faire? En fait, je vais aller ici et je vais filtrer sur l'ID de ma session. Donc l'ID de ma session qui est la session 61. Je vais rajouter l'SPID et du coup, quand je vais lancer cette trace, j'aurai que la trace correspondant à cet ID. Puisque là, on a vu que SQL Server, en fait, il faisait plein de traces tout le temps. Il faisait plein de requêtes constamment. Et donc là, c'était compliqué de le trouver dans l'ancienne trace que j'avais créée. Et là, on a filtré. Et là, on est tombé sur la requête que je venais de créer. On l'a filtré. On a la requête que j'ai lancée, qui est ici. Donc ça nous permet de la voir. Et on a le plan d'exécution de cette requête. À partir de ça, si on a une problématique dessus, on va récupérer le fichier qu'on va pouvoir avoir enregistré au préalable. Si on se connecte ici, on va voir qu'au départ, en fait, on pouvait sauver la trace dans un fichier ou dans une table. Et en plus, on peut activer la fin d'une trace à une heure donnée, à une date et une heure donnée. Et donc là, on aurait pu voir, on aurait pu enregistrer l'ensemble des événements dans une table ou dans un fichier pour les retraiter par exemple le lendemain. Si on a un problème lors d'un plan de production en pleine nuit, on lance les traces, on capture les données et ensuite on va les stocker et les analyser le lendemain en les récupérant et en analysant ce qui a pu se passer dans la nuit. Pourquoi ça a pu mettre du temps? Par exemple, un deadlock qui arrive souvent. On peut créer par exemple une trace pour un deadlock. Par exemple là, je vais créer une trace pour un deadlock. Il n'y a que l'événement deadlock qui est dedans. Je vais créer un deadlock et on va voir que on va avoir la trace du deadlock qui va arriver. Hop. Pour créer le deadlock, je crée deux transactions sur lesquelles je travaille en même temps. Hop.
Et là, voilà, on a un deadlock qui est arrivé. Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'ai créé ma trace, j'ai capturé le deadlock et donc je l'ai enregistré. Si j'avais enregistré ma trace, que c'était arrivé en pleine nuit, que j'avais mis l'événement deadlock, et ben j'aurais pu avoir le retour de cette trace. Voilà un petit peu ce que l'on peut dire sur les traces qui sont très intéressantes à utiliser. Mais c'est bien tout ça, mais après il y a encore d'autres outils qui existent. Comme il nous reste pas beaucoup de temps, je ne vais pas forcément en parler, je ne vais pas m'étaler, mais je vais vous les présenter quand même en vitesse. On a le Perfmon, qui est très utile. Pourquoi? Parce que le Perfmon, il permet de connaître toutes les données, toutes les statistiques de notre comment dire, de notre système d'exploitation. Et il va nous permettre de savoir notamment le temps CPU, le CPU comment il s'est comporté, toutes les activités physiques sur le disque, qu'est-ce qu'on a comme lock aussi sur le disque, qu'est-ce qui va pouvoir mettre du temps, tous les temps d'exécution, tous les accès disques. Ensuite, on va pouvoir utiliser aussi le DTA en parallèle du profiler, où on va capturer les traces, et le DTA, en fait, lui, il va nous permettre d'analyser ces traces et de donner des préconisations. On a aussi un autre outil qui existe, qui est le Data Collector, qui, un petit peu comme le profiler, va collecter des données et va nous permettre d'analyser ces données un peu plus tard. Et ensuite, on a le PAL qui aussi, à partir de traces, va pouvoir créer une analyse de la base de données et nous donner ses précaux sur ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. Et pour améliorer les bases de données, c'est un outil qui a été développé par Microsoft, qui existe sur Codeplex et qui est assez intéressant parce qu'il permet de créer des rapports très rapidement à partir d'une base, d'une instance SQL Server et de voir assez rapidement qu'est-ce qui va ou qu'est-ce qui ne va pas dans une base de données. Voilà un petit peu pour la partie outils du DBA. Maintenant, on a aussi une autre partie qui est intéressante et qui manque souvent, que je vois manquer un petit peu de temps en temps, c'est le plan de maintenance des bases de données. Concrètement, qu'est-ce que le plan de maintenance des bases? Le plan, c'est ce qui va permettre un petit peu d'améliorer les performances de votre base de données, de la garder cohérente, vérifier l'intégrité des bases, s'assurer que tout fonctionne. Et le plan de maintenance, il va pouvoir se créer très facilement sur une instance grâce à l'agent SQL Server, puisqu'il est en partenariat avec l'agent SQL Server. On va le retrouver où? On va le retrouver ici, dans notre démo. On va le retrouver ici dans SQL Server. Hop, donc je ferme. Non, management. Maintenance plan. Si on fait un clic droit, on va pouvoir créer un plan de maintenance et lui sélectionner certains outils. Certains outils que je vais vous présenter maintenant. Alors, ces outils, ils vont être surtout pour s'occuper de l'opération, de certaines opérations de maintenance, comme l'intégrité de la base de données. C'est très important de connaître l'intégrité de la base de données pour vérifier que on n'a pas d'erreur sur la cohérence des fichiers de notre base de données, vérifier le nombre de pages de notre base de données, vérifier que les file groups dans lesquels sont hébergés l'ensemble des données sont cohérents, et l'opération checkDB. Tout ça, toutes ces opérations, on va devoir les faire. Alors généralement, il faut les faire une fois par semaine, par exemple, certaines opérations, notamment le checkDB, c'est mieux de le faire le week-end, par exemple. Mais après, ça dépend de votre production, comment elle fonctionne, et en fonction des heures creuses que l'on peut avoir dans de notre système. Mais ça va nous permettre de vérifier vraiment la cohérence de notre base de données et vérifier qu'elle est bien intègre et qu'il ne va pas y avoir de trous dans la raquette dans notre base de données. Ensuite, on va faire des maintenances sur les index, parce que tout à l'heure on a vu un petit peu que on sait lire un plan d'exécution, on a vu qu'on pouvait rajouter des fois certains index pour améliorer les performances de notre plan d'exécution et comment se concentrer sur l'opération d'ajout d'un index. Alors sur la requête problématique tout à l'heure, j'ai pas rajouté d'index, mais on aurait pu voir comment rajouter un index. Ces index prennent de la place aussi dans notre base de données, et donc suivant
comment notre base de données travaille. Si on ajoute, on supprime, on met à jour des données, notre index va se fragmenter. C'est-à-dire qu'on prend un livre, et puis notre index, bah, qu'est-ce que c'est? C'est comme au bout d'un livre, on a un index avec des références à certaines pages. Si on ajoute, on supprime, on met à jour des données, bah, ces références à la fin de notre index vont être faux, vont être incohérents, et on va avoir des trous dans la raquette, on va avoir des blancs, on va avoir des choses comme ça. Donc là, on va avoir une grosse fragmentation. Et on a deux solutions en fait. On a une solution qui est une première, qui est la solution Rebuild, qui là, on va mettre un verrou exclusif sur la table et on va reconstruire complètement l'index, c'est-à-dire qu'on va supprimer, on va déchirer les pages de notre livre qui sont à la fin du livre, on va refaire un index manuellement et on va le remettre en place. Donc ça, c'est beaucoup plus performant, mais ça prend un petit peu de temps, et puis surtout pendant ce temps-là, peut-être la table peut être verrouillée, c'est-à-dire que les personnes qui étaient en train de faire des requêtes vont être verrouillées, sauf sur la version entreprise, où là, il est possible de laisser la table en ligne pendant qu'on fait l'opération de rebuild d'index. Mais qu'est-ce qu'il fait concrètement? Il va recopier l'ensemble des données dans la TMDB et il va faire le rebuild dans la TMDB. Donc on va solliciter TMDB. Donc si les petits camarades ils sont en train de faire des grosses requêtes, on va peut-être saturer TMDB. C'est aussi à savoir. Ensuite, on a une opération de réorganisation qui, elle, ne va pas bloquer l'index, mais grosso modo, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que on va garder nos pages, et puis là où il y avait des blancs, bah, on va les enlever, et puis on va mettre les rappels vers les bonnes pages qui correspondent à notre index. Donc, pour éviter d'avoir trop de trous dans la raquette, il faut prévoir un seuil de remplissage de notre index qui est fill factor, qui est assez intéressant à mettre en place et qui permet d'éviter d'avoir un index qui va être trop rempli et puis après qu'on ne va pas utiliser ou inversement sur lequel il va falloir faire des opérations de maintenance régulières. Et moi je préconise aussi de faire des opérations de maintenance régulières sur les index, notamment de mettre un seuil de rebuild, c'est-à-dire que si on dépasse un seuil de fragmentation de 30%, bah là on va essayer de voir pour faire un rebuild, et si on a une fragmentation qui est inférieure à 30%, on va réorganiser les données. Donc ça peut être lancé des fois, plusieurs fois dans la journée, si l'index est souvent mis à jour, si on a des tables qui travaillent beaucoup, régulièrement, comme ça peut être mis en place le soir, ou le week-end si la base de données ne vit pas souvent. Tout dépend de la vie de la base de données et comment elle est sollicitée pour pouvoir mettre en place cette opération de maintenance d'index. Ensuite, on a aussi les statistiques, parce que les statistiques travaillent beaucoup aussi avec les index, et on peut mettre à jour les statistiques de plusieurs manières différentes. La première manière, c'est mise à jour des statistiques en full scan, c'est-à-dire qu'on prend toute la table et on va créer des statistiques sur l'ensemble des données de la table. Maintenant, si cette table est volumineuse, ça peut être très long aussi à mettre en place. Savoir que lorsqu'on fait un rebuild d'index, automatiquement, les statistiques sont mises à jour en full scan sur la table demandée. On peut aussi le faire de manière échantillonnée, soit en nombre de lignes, soit en pourcentage, de façon à se calculer les statistiques et la volumétrie de données pour que ça corresponde à un volume demandé. Savoir que les statistiques aident grandement le plan d'exécution à utiliser ou pas certains index ou certains accès à la base à certaines tables, suivant si les statistiques sont à jour ou non. Donc on va avoir des plans d'exécution qui peuvent varier complètement si les statistiques ne sont pas mis à jour régulièrement. Et sur certaines versions d'SQL Server, notamment la version entreprise, il est possible de mettre en place l'auto-update statistique qui va se mettre à jour au-delà d'un certain seuil, c'est à peu près 20% de modifications. Mais au-delà de ces 20% de modifications, il est possible aussi sur la version entreprise de le mettre en asynchrone, c'est-à-dire que dès que ces statistiques vont être calculées dès que l'instance va être moins sollicitée. Ça va permettre d'éviter que les tables soient trop surchargées au moment du recalcul et donc ralentissent les performances de la base de données. Parce qu'au moment où il va recalculer, on va perdre un peu en performance, par contre on va gagner derrière lorsque les données vont être mises à jour,
pour pouvoir utiliser le plan d'exécution. Donc c'est un peu à double tranchant, mais avec la version asynchrone, on peut gagner du temps. Et ça existe que sur la version entreprise. Ensuite, on a des opérations de maintenance qui sont les backups. Souvent, en fait, ces opérations-là, des fois, on oublie un petit peu de les utiliser ou elles ne sont pas forcément utilisées à bon escient. Savoir que il faut régulièrement utiliser un backup full, généralement une fois par semaine, et après, on peut associer des backups différentiels ou des backups de journal de transaction dans la journée pour pouvoir déjà vider le journal de transaction et rattraper chaque point pour éviter de perdre les données. Ce que je préconise aussi, c'est que généralement, il faut tester ses sauvegardes, parce que c'est bien de faire des backups réguliers, de le mettre dans le plan de maintenance, de lancer son plan de maintenance, mais il faut aussi tester, voir si les sauvegardes fonctionnent régulièrement. Voilà un petit peu. Et donc on peut faire des plans de maintenance quotidiens, hebdomadaires ou mensuels par exemple, suivant l'utilisation de la base de données et suivant ce que l'on souhaite maintenir. C'est-à-dire que les stats par exemple, on va le faire régulièrement si on a une activité importante, à des heures creuses, suivant l'utilisation suivant comment on va solliciter les données, et les index de la même manière. Les backups, on va les sauvegarder de manière différentielle dans la journée et faire une sauvegarde quotidienne en full, par exemple, toutes les semaines. Et on va faire des sauvegardes de journaux de transaction toutes les heures, par exemple. Il est possible aussi de paramétrer l'agent pour qu'il se déclenche lorsque l'activité des processeurs passe sous un certain seuil pendant un certain temps, pour éviter qu'on surcharge la machine pendant les opérations de maintenance. Voilà un petit peu tout ce que j'avais à vous présenter lors de cette session. Je vous remercie un petit peu pour cette session et si vous avez des questions, je suis à votre écoute. Alors, je pense que l'exposé devait être plutôt clair parce que je ne vois pas vraiment de questions. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, vous avez le petit menu qui se trouve normalement dans votre barre d'outils. Ah, il y a une question. Je vois une question qui est arrivée ici. Ouais. Ah, oui. Alors, je ne sais pas si tu vois la question, Julien, mais donc la question, Oui, c'est j'ai pas pu assister depuis le début. La présentation et le code. La présentation Oui. et le code. Oui, éventuellement, je pourrais donner tout ça. Voilà. Donc, il faut savoir que l'enregistrement sera disponible. Les présentations aussi sous forme de PDF. Vous allez recevoir dans vos boîtes mail les liens. Par contre, je ne peux pas vous donner une idée des délais parce que c'est le pass qui va s'en charger. Donc, voilà. Ça, c'est, mais il n'y a pas de souci. L'enregistrement de la session, vous l'aurez. Vous aurez les slides en format PDF. En ce qui concerne les codes et les scripts, ça, c'est la libre appréciation des présentateurs. Donc, Oui, je pourrais éventuellement donner certains scripts. Pas de souci. voilà. Voilà. S'il y a d'autres questions. Non? Eh bien, c'est parfait. Bon. Merci beaucoup. Merci à toi, Julia, pour toutes ces informations. En tant que DBA, je peux vous confirmer que c'est absolument vital et que ça fait partie du quotidien. Donc, n'hésitez pas à les utiliser et à les explorer. Voilà. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Et puis, dans quelques instants, la dernière session d'aujourd'hui va commencer avec Christophe Laporte. Donc, je vais... Merci beaucoup et bon courage à Christophe. Oui. Merci, Julia. Merci. Au revoir. Au revoir.